Bonjour à tous et bienvenue à cette émission sur les saveurs de Portneuf. Aujourd'hui, on vous parle de miel. Pour débuter l'émission, on vous amène à Saint-Uribe, dans une miellerie expérimentale et artisanale qui travaille à valoriser le rôle de l'abeille et les produits de la ruche. On vous présente les fiers propriétaires de la ferme apicole Mosaïque. Bonjour, nous sommes la ferme apicole Mosaïque. On est une miellerie expérimentale qui utilise toutes les ressources de la ruche pour les transformer dans des produits naturels. Moi, c'est Maxime Deschênes, cofondateur, directeur des ventes et marketing et graphiste. Mon nom est Éloi Ferland, je suis gestionnaire du cheptel apicole. Je suis responsable de la régie des ruches avec Maxime qui me donne un coup de main pour tout ça. Et il développe aussi les hydromels. Aussi, il y a Kawina Robichaud qui ne peut pas être avec nous présentement. Elle est gestionnaire à la transformation, donc c'est elle vraiment qui développe les produits naturels qu'on offre au public. En fait, on s'est rencontrés au Yukon, les trois membres de la ferme apicole. Puis, bref, on est devenus amis très rapidement, tout ça. Puis, lors de notre retour au Québec, de façon séparée, on a fait notre petit chemin. Moi, je me suis lancé en apiculture au niveau... j'ai trouvé des emplois en apiculture parce que ça m'intéressait, tout ça. Puis, on a lancé à un moment donné l'idée d'une entreprise dans ce domaine-là. Puis, on a trois formations ou trois domaines d'intérêt vraiment complémentaires. Donc, ça s'est fait de façon très naturelle. En fait, Éloi m'a approché en me demandant si ça pourrait m'intéresser parce que, étant seul dans l'entreprise apicole, c'est un peu plus difficile. Fait qu'avoir de l'aide, tu sais, pour toujours être sûr que tout se fasse bien, parce que tout seul, des fois, si on est pris dans le temps, ben on peut manquer des... Puis même à deux, tu sais, c'est un travail qui est vraiment négligent, ça va avec la température. Donc, c'est ça, quand il m'a approché, ben moi, je jugeais que le projet était viable, puis que c'était vraiment un beau projet. Autant par rapport à ce qu'on allait faire, dans le sens de s'occuper des abeilles et faire le miel, les produits et tout, mais aussi par rapport à nos valeurs qui étaient un peu plus soit éco-responsables ou vraiment de faire de laisser notre marque dans ce monde-là qui est comme les abeilles. Tu sais, on entend beaucoup parler que les abeilles sont en voie de disparition et tout. Ben, tu sais, moi, ça faisait partie de mes valeurs. Au lieu de juste signer des pétitions et dire « Ah oui, protégeons les abeilles », ben là, je le fais concrètement. Tu sais. Donc, suivez-moi, on va aller vous montrer la miellerie. Ben, dans le fond, ici, vous êtes dans la miellerie. Et la miellerie, c'est là qu'on fait toute l'extraction du miel, qu'on prépare aussi la cire. On fait spinner la cire après l'extraction. On va vous expliquer comment ça fonctionne. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive avec les hausses à miel. Les hausses, c'est les boîtes. On les met dans la salle de déshumidification. Et ensuite, une fois qu'ils sont bien déshumidifiés, on les apporte au bac à désoperculer. Donc, Éloi peut vous montrer... Oui, en fait, c'est ici parce qu'il y a les abeilles qui font des opercules sur les alvéoles afin de conserver le miel. Là, c'est quand le taux d'humidité est parfait pour empêcher la fermentation. Ils captent ça là, avec la cire. Donc nous, avant de le mettre dans la centrifugeuse, il faut gratter la cire afin d'ouvrir les opercules pour que le miel puisse sortir là, dans la centrifugeuse. Donc, une fois que ça c'est fait, on a ici notre nouvel extracteur qui a remplacé M. Zoulou. Et puis, dans le fond, ici, ça c'est un extracteur 70 cadres. Donc, on passe environ, là, si on compare, on fait à peu près en 2 heures ce qu'on faisait en 3 jours avec notre ancien équipement. Donc, vraiment, ça l'a excusez mon anglais, mais upgradé. Amélioré, merci. Ça a vraiment une grosse amélioration. Donc, une fois que ça c'est fait, ça c'est une centrifugeuse qui tourne.
Les cadres sont droits. Le miel sort et s'en va dans un décanteur juste de l'autre côté. On sort toutes les hausses ici, les hausses à miel. On gratte 70 cadres. 70 cadres, on désopercule les 70 cadres, on les met toutes côte à côte dans l'extracteur. Et ensuite, on le fait tourner. Et puis là, ça l'extrait, ça prend environ 15-20 minutes, ça l'extrait tout le miel. Ça tourne vraiment vite, là. Et ensuite, ça s'en va dans un bac, un décanteur qui va faire décanter la cire, qui va faire flotter la cire sur le dessus du miel. Et puis, il y a des panneaux. Puis, le miel passe en dessous de chaque panneau. Il y a 2 panneaux, donc 3 compartiments. Rendu au 3e compartiment, il n'y a presque plus de cire. Et après ça, avec une pompe, vous pouvez voir le miel au duc. On l'a appelé le miel au duc au plafond. Dans le fond, la pompe va pomper le miel jusque dans la cuve que vous voyez en arrière de nous. Ça tombe dans la cuve là, qui est notre cuve d'empotage. Puis on installe un filtre sur le dessus pour quand on a filtré le miel. Comme le sirop d'érable. Oui, dans un peu le même principe. Le même principe. Dépendamment, parce que nous on offre un miel filtré et un miel brut. Donc le miel brut n'a pas besoin de filtration, seulement une décantation. Donc on empote à partir de là. C'est là que la magie s'opère. Voilà. Il n'y a pas miel plus frais. Ouais. Voilà, donc ça c'est notre miel d'été. C'est vraiment floral, il est doux. Il est vraiment bon. Puis après ça, dans le fond, on met l'étiquette. Et puis, ici, c'est un peu notre centre d'étiquetage. Là. Il y a beaucoup d'améliorations à apporter. Là. Pour l'instant, c'est ça. Et puis, dans le fond, ben, on met l'étiquette, on met ça dans les boîtes, puis c'est prêt à être vendu. Nous, il y a différentes façons pour désoperculer. Nous, on utilise le peigne pour vraiment aucunement dénaturer le miel. Des fois, il y a des couteaux comme chauffants, des rabots chauffants. Puis ça fait que ça chauffe le miel un peu. Puis nous, on essaie vraiment de le garder le plus naturel possible. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste gratter l'opercule comme ça. Et puis, là, on a même une belle cire très blanche et très nouvelle. Et puis, une fois que ça c'est fait, on le met tout simplement dans l'extracteur. C'est comme pas de mon côté, fait que j'étais un peu... Et voilà. Comme ça, après ça on le retourne. On fait les 2 côtés. Et d'après vous, combien d'abeilles ont travaillé pour remplir ça? Oh! Ben, c'est dur à dire parce que une abeille dans sa vie va faire environ 1/8 de cuillère à thé de miel. Donc on a plusieurs cuillères à thé dans un cadre. Donc après, on le prend comme ça. Ça c'est ouvert. Puis on fait juste le mettre ici. 15 minutes? Ouais. Ça dépend de la consistance du miel en fait. Dépendamment du taux d'humidité qu'on lui donne là, avant de l'extraire. C'est impressionnant la quantité de miel qui sort de là, quand on pense à ces petites créatures-là. C'est vraiment des insectes incroyables. Puis une abeille visite des millions de fleurs dans sa vie, donc le miel, chaque miel a sa saveur, chaque fleur a sa saveur. Donc quand on goûte un vrai miel du terroir, on voit la différence. Là. On goûte le champ de fleurs. Dans le fond, la pompe est ici. Et le miel fait son chemin. Ça a été une révolution incroyable dans la théorie. Ouais. Avant, on fonctionnait tous à la chaudière, donc de façon manuelle, où on transisait la chaudière dans une empoteuse, qui était d'une autre dimension que celle-là, cette empoteuse.
Et là, avec la vitesse d'extraction, c'est que ça nous permet d'empoter à mesure, alors que l'année dernière, juste faire l'extraction, on avait fini tellement tard qu'il a tout fallu mettre en chaudière, puis il a fallu empoter une fois, une fois que l'hiver était terminé. Donc, vraiment, là, le miel était déjà rendu cristallisé. Donc, il fallait le faire légèrement chauffer dans la salle de chauffe. Et puis ensuite, l'empoter, c'était vraiment, là, ça s'empote vraiment moins bien, c'est vraiment plus long. En fait, on cherche toujours un endroit qui est caché du vent le plus possible. Un endroit qui va faire face au sud pour que le soleil tape sur les ruches là, le plus tôt le matin jusqu'à le plus tard le soir possible. Ensuite, c'est sûr qu'on cherche un endroit avec une abondance de ressources florales. Donc souvent, on va aller vers les pâturages de foin. Il y a les fossés aussi là, qui sont vraiment abondants en fleurs. Donc au courant de la saison, là, on est capable de planifier, pas de planifier, mais de cibler des endroits pour notre croissance, pour la croissance de notre cheptel. Donc dans les années futures, on sait environ où qu'on va s'en aller. Sinon, on essaie toujours de s'éloigner des grandes cultures le plus possible, donc à cause des arrosages de pesticides, d'insecticides et tout ça. Dans le meilleur des mondes, on serait une entreprise biologique. On offrirait des produits biologiques, mais en ce moment, c'est un peu difficile étant donné qu'il y a beaucoup de monoculture. Il n'y a pas vraiment d'endroit où on peut être complètement biologique. Mais c'est pour ça l'idée d'être aussi dans les champs de foin, c'est qu'il n'y a aucun arrosage. Ça assure quand même une qualité de ce côté-là pour le miel et le pollen. On cherche toujours à être aussi à proximité de la forêt parce que on sait que la forêt est la pharmacie de l'abeille finalement. C'est là qu'elle va aller chercher les résines d'arbres pour faire ses antibiotiques, tout ça, au sein de la ruche. Donc on aime ça vraiment être proche. Faut cibler aussi des endroits qui sont proches des cours d'eau. Là, nous, on a commencé à mettre des abreuvoirs pour abeilles aussi parce que dans les régions agricoles comme ici, les cours d'eau sont contaminés par les néonicotinoïdes et autres contaminants de synthèse. Donc, c'est un des beaux endroits qu'on a ici à Saint-Alban. On peut voir là, la luzerne est en fleurs. C'est toujours abondant en fleurs dans ces coins-ci à Saint-Alban. Dans le fond, ici, on a une fleur de luzerne. La luzerne qui fait de l'excellent miel. La période est quand même assez courte parce que souvent, dans le fond, les agriculteurs vont la récolter parce que c'est pour le pâturage. Mais ça nous laisse quand même un certain temps pour que les butineuses puissent en rapporter à la ruche. Et le miel est super bon. Là, Éloi, il a beaucoup d'expérience. Lui, il est vraiment à l'aise d'aller, comme on voit dans le rucher, comme ça, sans habit ou rien. Moi, je me suis pas encore assez habitué à la piqûre pour y aller comme ça, parce que quand je me fais piquer, j'en fais encore beaucoup. Fait que je suis pas encore rendu à l'étape de ne pas mettre mon habit. Comme là, certaines sont à 1, certaines sont à 2. Il y a une récolte qui vient d'être faite. Donc, il y a quelques jours, là, il était à pratiquement 6 de haut. Donc, c'est ça, là, on est comme un petit peu entre deux mielées. La mielée d'automne s'en vient, donc les ruches, on va mettre encore plus de boîtes là, bientôt. Parce que ça produit plus d'automne? Non, c'est qu'il y a comme une grosse mielée juillet. Il y a un petit creux, puis comme mi-août, ça repart en grande. Donc ça commence là, déjà à rentrer pas mal. Là. Est-ce que il peut y avoir combien d'abeilles par étage, à peu près? En fait, c'est que nous, on voit des étages, mais à l'intérieur de la ruche, c'est pas considéré comme des étages. Donc, c'est une colonie. Donc, dans le temps fort de la saison, des belles ruches peuvent atteindre jusqu'à 70 000 abeilles.
Donc, ça fait du monde Ouais. à la maison. Dans le fond, les deux premières hausses, les deux premières boîtes sont destinées au couvain. Donc, c'est là que accès la reine. Donc, c'est vraiment dans les deux hausses du bas que la reine va faire la ponte et que vivent les abeilles. Ensuite, après ça, on met pas un chasse-reine, un garde-reine. Puis là, dans le fond, ça fait en sorte que la reine, elle ne peut pas monter, mais les ouvrières, eux, ils peuvent. Donc, ils vont aller, par défaut, ça devient des hausses à miel. Donc là, vraiment, c'est comme ça qu'on récolte le miel. C'est vraiment juste le miel parce qu'il ne peut pas avoir de ponte dans ces boîtes-là. Quand on parle de hausse, dans le jargon apicole, c'est les boîtes. Les boîtes, OK. D'accord. Et puis, là, présentement, eux autres, ils nous ont sentis, donc ça se promène un petit peu partout. Ben, en fait, c'est le train-train quotidien des butineuses. Là. Donc, Ouais. ils s'en vont dans les champs, ils vont récolter le nectar, pollen, de l'eau, puis ils reviennent à la ruche. Exact. Donc, ça voyage comme ça toute la journée. Et là, vous allez extraire les plaquettes qu'on a vues tout à l'heure dans Ouais. les cuves. là. Les cadres, oui. Les cadres, excusez. Exact. Ouais. Donc là, vous allez prendre un cadre, vous le voyez visuellement là, qui est prêt, lui, là. Hein? Il est plein. Oui. Oui, souvent, on n'a même pas besoin nécessairement de doter les cadres dans les hausses à miel, juste Par le poids. visuellement sur le dessus, selon l'épaisseur du cadre, tout ça, on est capable de voir où ça en est, puis par le poids, donc on n'a même pas besoin. Parce qu'un peu le but ultime de l'apiculteur, finalement, c'est de stresser le moins possible l'abeille Ouais. pour qu'elle continue sa petite vie. C'est ça, le moins de manipulation qu'il y a, mieux c'est. Mais c'est pas une raison pour restreindre les manipulations, parce que Ouais. justement à cause des enjeux environnementaux, l'abeille a besoin de l'apiculteur pour survivre. La régie de la ruche est super importante de nos jours. Dans le fond, c'est ça. Nous, comme on disait au début, on a le miel qui, dans le fond, le miel, lui, c'est vraiment le produit numéro 1 de la ruche. Là. C'est le produit le plus connu. Lui, c'est le miel d'été. Donc, on a deux miels, un miel brut et un miel pur. Donc, miel brut, dans le fond, la seule différence entre les deux, c'est que le miel brut n'a pas été filtré. Donc, il y a des traces de propolis, de pollen et de cire dedans. Ce qui est tout à fait bon pour la santé. En fait, on essaie de promouvoir le miel brut au sein de l'entreprise, justement à cause de ses vertus médicinales et nutritives qui sont un plus-value. Puis, même au niveau de la consistance, un miel brut ne cristallisera pas de façon comme un miel filtré, donc en gros cristaux et tout ça. Il va cristalliser en fin cristaux, va toujours rester tartinable, comme un miel baraté un petit peu, mais qui se fait de façon complètement naturelle. C'est vraiment le miel le plus proche de la ruche qu'on peut trouver. C'est un miel vivant, il a conservé tous ses enzymes parce qu'on ne chauffe pas. Toutes ses propriétés antibactériennes, c'est antioxydants et vraiment, vraiment tout. Là. C'est vraiment, ça le dit, miel brut, c'est vraiment tel que récolté. Ensuite, nos autres produits, dans le fond, on a des chandelles. On utilise la cire, on la fait spinner, centrifuger dans le fond, puis ça retire tout le miel qui est au travers de la cire et ensuite on récolte la cire. Et là, on fait des chandelles avec. Aussi, on utilise la cire dans des produits comme le déodorant. Tiens. Le déodorant, dans le fond, c'est un déodorant naturel qui est vraiment efficace. C'est vraiment une alternative naturelle au déodorant industriel, dans le fond. Nous, c'est important pour nous de pouvoir lire les ingrédients et de faire « Ah, ben oui, je sais exactement c'est quoi qu'il y a dans mon pot », au lieu d'avoir des noms dérivés du pétrole ou quoi que ce soit, tu sais, que... Donc on a deux fragrances, un déodorant de fragrance boréale, puis un autre lavande. Puis on en a un troisième pour les peaux plus sensibles, là, qu'on l'appelle notre petite nature. C'est ça. Puis finalement, d'ailleurs, c'est Kawina qui a vraiment tout élaboré les recettes. Elle a vraiment fait un travail de maître
de plus en plus. C'est vraiment un de nos produits vedettes. Là. La plupart des gens qui le laissaient vraiment l'adoptent. Donc, c'est vraiment un beau... Celui-là, dont l'étiquette est présentement à l'impression, c'est un petit pot d'onguent. C'est un onguent, dans le fond, qui a été conçu avec notre miel brut, de la sève de sapin baumien, la teinture mère de propolis. La propolis, comme on l'expliquait tantôt, c'est la pharmacie des abeilles. C'est une résine, que les abeilles concoctent avec tout ce qu'ils vont chercher dans la forêt. Et puis la sève d'arbre et tout, ils font une résine puis ils se servent de ça pour divers usages. Donc voilà, puis sinon on a vraiment plein de produits, on a beaucoup de produits qui s'en viennent, là, comme des miels gastronomiques entre autres. On est en train de travailler sur des hydromels. Les hydromels, c'est plus long, fait que en attendant, on fait des tests. Jusqu'à date, ça passe le test haut la main, là, c'est vraiment une très bonne qualité. On vous présente maintenant une chronique réalisée avec Emmanuel Choquette de l'entreprise Papille, une entreprise basée sur le développement du bioalimentaire et de la gastronomie. Aujourd'hui, Emmanuel nous parle du miel brut, des tendances dans les hydromels et de l'utilisation du miel au quotidien. On voit au Québec apparaître une recrudescence de l'intérêt pour le miel. Peut-être en avez-vous entendu parler. Il y a beaucoup d'initiatives ces temps-ci sur, par exemple, de l'apiculture urbaine. Donc, il y a certains chefs ou certaines compagnies qui vont installer sur le toit d'immeubles en ville certaines ruches, puis les abeilles, à partir de là, partent butiner ce qu'ils peuvent, que ce soit des balconnières ou encore des terrains vagues. Puis, c'est une façon de contribuer à la biodiversité tout en ayant, en bout de ligne, un produit qui est intéressant. Ce qu'on voit aussi apparaître, c'est différents types de ruches. Donc, je dirais les apiculteurs amateurs. Il y a bien des gens qui décident d'avoir 1, 2, 3 ou 4 ruches pour une consommation personnelle ou la consommation de la famille. Puis, moi, ce que j'entends parler, c'est que les fournisseurs qui vendent des produits apicoles voient de plus en plus apparaître ce type de producteurs-là. Donc, c'est intéressant. Puis, évidemment, le miel, c'est quelque chose qui fait partie de notre culture culinaire depuis toujours. Sans les abeilles, de toute façon, on ne serait probablement pas là aujourd'hui, car elles sont responsables là, de la production de la plupart des fruits, des légumes et des grains que l'on consomme. Mais c'est un produit qui est un petit peu oublié ou mis de côté, puis qu'on retrouve, notamment grâce à certains producteurs qui nous ont fait connaître du miel brut. Je pense à Miel d'Anisette, mais je pense à d'autres aussi là, qui nous ont fait découvrir un peu toute la finesse de goût de ces produits-là. Donc, la ferme apicole Mosaïque cadre complètement dans ces tendances-là. Et en fait, ce qu'on essaye ce qu'on voit apparaître aussi, c'est l'utilisation du miel, mais de le sortir de la cuisine un peu. Évidemment, il y a plein de remèdes de grand-mère qui c'est à base de miel. Il y a quelques années, il y a même une étude qui a prouvé qu'une cuillerée de miel, que nos grand-mères avaient raison, puis qu'une cuillerée de miel à la place d'une cuillerée de sirop contre la toux pour les enfants, c'était encore plus efficace. Donc, évidemment, mais l'utilisation du miel à la maison, depuis, je dirais, 30-40 ans, et se cadrer dans la cuisine, puis on commence à le ressortir, notamment pour les produits de beauté, pour les aspects médicinaux. Puis, l'objectif aussi de cette nouvelle vague apicole-là, c'est de développer, d'utiliser l'entièreté des produits de la ruche. Donc, également, la cire. Par exemple, une entreprise des Laurentides qui s'appelle Apiflex qui a sorti une nouvelle façon, un nouveau matériau pour emballer les sandwichs, les lunchs, qui consiste c'est un tissu recouvert de cire d'abeille qui est réutilisable, qui est lavable et qui est antibactérien. Donc, on n'a qu'à le passer à l'eau froide, à l'essuyer, puis s'en servir à tous les jours. Donc, chez moi, on a ça, les enfants amènent leur lunch avec ça à l'école. Donc, c'est une façon d'utiliser au maximum ce que les abeilles vont nous offrir. Car on sait que, c'est pas nécessairement facile. Les abeilles, on a eu des grandes variations dans les populations au cours des dernières années. Donc, le fait de maximiser tout ce qu'elles peuvent nous offrir, ça fait partie de ces nouvelles tendances. Puis, il faut continuer d'aller vers là. Une autre utilisation du miel que l'on commence à redécouvrir également, c'est l'hydromel. L'hydromel, on appelle ça la boisson des dieux, donc un vin qui est fait à base de miel fermenté, qui est
qui a surtout une certaine popularité, je dirais, en Europe, mais ici, il y a certains producteurs de miel qui le font aussi. Donc, l'hydromel, évidemment, à la base, on va penser que c'est une boisson qui est très sucrée. Dépendamment comment il est fait, le producteur peut décider d'y laisser une certaine quantité de miel qui en fait, oui, une boisson très sucrée, mais ça peut également être très sec. Donc, se servir comme un vin blanc sec. L'hydromel aussi on dirait le secteur de l'hydromel commence à s'éclater. Dans les 10 dernières années, aux États-Unis, on a vu une augmentation de 300 du nombre des hydromelleries. Mais maintenant, les hydromelleries se collent un petit peu plus au secteur de la bière. Donc, on va voir, par exemple, des hydromels houblonnés, des hydromels en fût. On va voir aussi, un peu comme dans le vin, une tendance aux hydromels en fermentation naturelle. Donc, c'est une boisson qui, premièrement, qui est intéressante parce que c'est fait à base de miel, donc c'est fait quand même à base d'un produit naturel. Deuxièmement, c'est un produit qui est sans gluten. On sait que les amateurs de bière qui aiment boire une boisson qui est pétillante, tout ça, puis qui tout d'un coup peuvent plus acheter la bière parce qu'elle contient du gluten, bien, l'hydromel, ça peut être une alternative intéressante, d'autant plus qu'on en retrouve de plus en plus au Québec pétillante. Donc, c'est un produit qui est à surveiller. Puis, il ne faut pas avoir peur non plus de goûter les hydromels, de choisir ceux qu'on aime, puis éviter de penser que c'est automatiquement sucré. Puis, il faut aussi demander, quand vous en achetez, par exemple à la personne qui vous en vend, quel est l'accord le plus intéressant à faire. Parce qu'un petit peu comme dans le vin, l'hydromel va se coller beaucoup au goût du miel. Il va avoir une très grande palette aromatique. Donc, il y en a qui vont avoir peut-être une petite amertume, un autre, un goût très floral. Donc, un peu comme dans le vin blanc, on va retrouver là plein de goûts. Donc, c'est pas parce que vous avez goûté une fois l'hydromel puis que vous avez plus ou moins aimé ça que toutes les boissons de ce type-là se ressemblent. Donc, soyez curieux. C'est ce qui met fin à l'émission d'aujourd'hui. Soyez à l'écoute la semaine prochaine. On vous présentera un producteur de bœuf, M. Bruno Germain, fier propriétaire de la ferme ancestrale Germain. Merci et à la semaine prochaine.